bien décrit comment ça se passe, hein, comment c'est consommateur d'énergie, comment ça tue les sols, et comment ils sont passés aussi rapidement à un nouveau modèle qui est présenté ici. On ne voit pas bien un peu la difficulté politique d'arriver à ce résultat. C'est-à-dire à quel point il faut que le système politique soit favorable pour qu'on change de point de vue sur comment on cultive. Et ça me paraît très important et on ne le dit pas. On dit que c'était juste la nécessité. Ben oui, il y a eu la nécessité. C'était pas des écologistes. C'était pas Nicolas Hulot. Ils n'allaient pas au COP 21 et tout ça. Mais finalement, moi, je fais plus confiance à un système qui n'a pas une vocation à être écolo, mais qui réalise dans son agriculture en particulier, puis aussi dans ses énergies renouvelables, des succès que personne ici, que tout le monde ici pourrait envier en fait. Pourquoi? Parce que l'État a ça de différent d'ici, qu'il possède les terres. Donc il avait beau effectivement s'être aligné sur un modèle soviétique, je dirais, final, qui s'était lui-même copié sur le modèle américain, en réalité dans les années 60-70. Ils sont sortis de là, mais comme l'État possédait les terres, comme le terrain appartient à l'État, ce qu'ils appellent les grandes fermes collectives, ont été redécoupées, mais c'était une décision politique, redistribuées. Alors là, c'est marrant, on parle de privatisation. Mais en réalité, donc ça résonne pour nous, privatisation. Mais en fait, c'est quoi? C'est redistribuer. Vous avez vu que sans pétrole, on est obligé de revenir à une agriculture sans machine, quelque part. Donc on est obligé de réduire les parcelles, de redécouper autrement. Mais de les redonner quand même à des collectifs de travailleurs. Oui, c'est une privatisation, parce que ça n'est plus l'État qui gère directement, c'est des collectifs de travailleurs qui remettent en valeur leur sol sur une plus petite échelle. Ben, ça porte un nom, ça s'appelle un kolkhoz, c'est-à-dire une structure de production agricole qui a toujours existé en URSS depuis 1917, qui s'est généralisée avec la collectivisation. Il faut savoir que même jusqu'à la fin, jusque dans les années 80, en URSS, il y a toujours eu plus de kolkhozes que de sovkhozes, c'est-à-dire les grandes fermes collectives d'État. Mais c'est quand même un système collectiviste, puisque la grande différence avec les agronomes qui viennent cultiver des fermes ici en faisant du bio, par exemple en France, ils doivent payer un loyer ou ils doivent acheter une ferme, ou ils doivent payer un loyer, donc c'est exorbitant. La grosse différence ici, c'est qu'ils n'ont pas à payer, parce que la terre appartient à l'État, il la donne en usufruit gratuit, ça veut dire qu'il récupère une partie de ce qui a été produit, mais ça c'est normal, pour la redistribuer localement. On voit un peu ça, hein, les endroits où finalement on donne pas, hein. Il y a un prix. Là aussi, le prix est fixé par l'État. Donc, quelque part, il y a une variable d'ajustement. Les gens ont accès normalement à ces produits qui ici sont très chers, les produits bio. Donc, il y a cette double liberté des Cubains, à la fois de changer complètement la façon de produire et de passer au bio, mais ce n'est pas un bio au milieu d'un océan d'agrobusiness, c'est un bio sur tout le territoire. Ils ont décidé d'arrêter les pesticides. Aujourd'hui, ils pourraient recommencer, enfin, ça on ne le dit pas, hein, mais ils pourraient acheter des engrais et des pesticides à la Chine, au Venezuela, ils ne le font pas. Au contraire, vous avez vu, ils exportent non seulement des engrais bio à toute l'Amérique latine, non seulement des médecins, ça c'est bien connu, mais ils exportent aussi des engrais bio pour tous les paysans qui sont confrontés à ce genre de problème aussi. Et ils exportent aussi, ce qu'on dit moins, des agronomes qui sont spécialisés en permaculture et qui ont appris depuis les années 90. Donc il faut beaucoup d'universités, il faut beaucoup de savoir pour former des agronomes qui sont capables de changer cette production agricole de façon rapide et efficace. Alors, le plus important à retenir, je pense, dans tout ça, mais il n'en est pas du tout question dans le film, mais c'est intéressant finalement. Là, c'est des Anglais qui ont fait ça. Ils ont fait un documentaire qui cherche à démontrer qu'il faut un modèle décroissant, très Nicolas Hulot pour le coup. En réalité, quel est le problème des Cubains? C'est de produire plus pour eux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une économie, une agriculture uniquement d'exportation, avant ils exportaient leur canne à sucre à l'Union soviétique en échange de denrées alimentaires pour nourrir tout le monde.
aujourd'hui sont dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à dépasser quantitativement cette production agricole, mais à la diversifier. Pourquoi? Pour nourrir les Cubains, donc pour avoir ce qu'on appelle une souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas un problème d'écolo, c'est un problème d'anti-impérialisme. C'est l'anti-impérialisme qui, quand on est dans un blocus et face à un encerclement par des appétits impérialistes directs, puisqu'ils sont juste à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres des États-Unis, bon, ils ont besoin d'avoir une certaine souveraineté énergétique, donc ils ont cherché par rapport à ça, mais là, si on parle juste de l'agriculture, une souveraineté alimentaire qui n'ont trouvé que dans le modèle qu'on appelle bio ici, ou agroécologique. Donc ce n'est pas du bio tel qu'on va le trouver dans Barquette à Auchan, c'est du vrai bio, parce qu'ils ont décidé de restaurer leur sol à l'échelle de tout le territoire. Et pour ça, il fallait deux choses très importantes que seul le système cubain, ou un système socialiste est capable de donner, et pas un système capitaliste. C'est la superstructure, c'est-à-dire l'État est possesseur des terres, il en fait ce qu'il veut, donc il peut donner à des collectifs de travailleurs. Ça, c'est un truc qu'on peut faire par la politique. C'est pas, on ne demande pas des propriétaires terriens, ils ne sont plus là. On ne les invite pas à être remboursés pour donner leurs terres, etc. Oui, ça c'est compliqué pour les. C'est une grande chance pour eux, parce que dans des pays comme. Moi, je connais bien la Tunisie, où on serait incapable de faire un truc comme ça, parce qu'en Tunisie, c'est encore semi-féodal. Et il y a la grande masse des champs qui sont cultivés appartiennent à des grands propriétaires terriens qui ne les donneront jamais, au contraire. Donc et l'État n'y peut rien d'ailleurs. On pourrait mettre Castro à la tête de l'État tunisien aujourd'hui, il ne pourrait pas faire les choses aussi rapidement. Il y a d'autres trucs politiques qui sont importants, c'est qu'il faut insister peut-être là-dessus, parce que si ça vous intéresse, les trucs de permaculture et tout ça, ça fait un peu bobo, mais en réalité, l'agroécologie, c'est juste un truc. C'est que l'agriculture intensive d'avant les années 90, mais qui perdure ici, c'est de la chimie, ça s'appelle de l'agrochimie. On remplace tout ce dont les plantes ont besoin dans le sol par des produits chimiques, qui sont effectivement des nutriments, et ça marche. On donne les engrais aux plantes, elles les prennent, il n'y a pas de problème. Mais c'est une vision purement mécanique de l'agriculture. On tue les sols, parce que les pesticides et les engrais à forte dose, ça tue toute vie, les lombriques, etc., enfin tout ce qui fait la fertilité d'un sol. Si on passe à un modèle qui n'est plus de l'agrochimie et de l'agriculture intensive, mais de l'agriculture bio, on passe à ce qu'on appelle de l'agrobiologie. Et l'agrobiologie, c'est-à-dire la connaissance scientifique de comment ça fonctionne un sol, c'est bien plus compliqué scientifiquement que d'être juste chimiste. C'est-à-dire que ça nécessite, pour les cultivateurs, ceux qui vont s'occuper de ces colcos là, à Cuba, ça nécessite qu'ils aient beaucoup de connaissances scientifiques sur leur propre terrain. Leur terrain n'est pas celui du voisin, il n'est pas ombragé pareil, il n'y a pas les mêmes caractéristiques du sol, c'est très 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 compliqué. Ça nécessite plus de science, pas moins de science. Ça ne nécessite pas de revenir au Moyen-Âge. En termes de moyens, c'est plus de science, c'est pas moins de science. C'est-à-dire que ce n'est pas la science qui est opposée à tout ça. Au contraire, c'est la biologie qui est une science, qui est effectivement moins de la chimie mais plus de la biologie, c'est bien une science. Mais cette science, elle a un boulevard devant elle. En réalité, on ne fait que commencer sur cette science-là.